Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, mes chers compatriotes, suivant la Constitution de notre République et conformément à l'usage que nous avons établi, ce message-ci est le dernier du septennat. L'année prochaine, à la même date ou presque, se tiendra ici, devant vous, le président de la République sorti victorieux de l'élection présidentielle de juillet 2016. La priorité du président nouvellement élu sera certainement de préciser ses projets pour notre pays, de décrire plus en détail les modalités de leur mise en œuvre et d'inviter le peuple à s'engager sous sa conduite dans la construction d'un nouvel avenir national. Ainsi va la République en situation de fonctionnement démocratique. Puisque le présent message sur l'état de la nation est le dernier du septennat, j'ai résolu d'en faire un bilan large et global pour refixer la mémoire de chacun, m'inspirant ainsi de la sagesse de chez nous qui nous enseigne que la bonne connaissance et la bonne mesure du passé et du présent sont de puissants leviers d'une bonne préparation de l'avenir. Ce n'est que bon sens. Ainsi, à l'orée de ce septennat, j'ai pensé que le moment était venu pour nous, peuple congolais, de nous interroger sur ce qu'ensemble nous avons fait ces 15 dernières années. Souvenons-nous avant tout de ce que nous avions à faire. En 2000, le Congo, notre pays, sortait d'une décennie calamiteuse sur tous les plans. Guerre civile à répétition, tissu économique et social en lambeaux, infrastructures détruites, l'unité nationale brisée, forces publiques divisées, processus démocratique mis à mal, image du pays abîmé et tant d'autres repères collectifs désajustés. Régnait alors seule la désespérance. Nous avions donc à faire revenir la paix, à relancer l'économie, à reconstruire les infrastructures, à recoudre le tissu social, à refaire l'unité nationale, à remettre le processus démocratique sur les bons rails, à réunifier et à réorganiser la force publique, à rétablir l'image du pays dans le concert des nations et à faire renaître l'espoir avant d'envisager un avenir meilleur pour tous. Qu'avons-nous pu faire ensemble? Pour ce qui est de la paix, de prime abord, nous nous sommes attelés, dans le cadre d'une large coalition nationale majoritaire, à la reconquérir. Une fois la paix revenue, dans les principales agglomérations, nous l'avons imposée à toutes les fractions, recluses dans quelques villages, qui s'y opposaient. Par le dialogue sans exclusive,
avons fini par la faire régner sur l'ensemble du territoire. Depuis janvier 2000, le Congo vit en paix. Ses citoyens vivent dans la concorde. Ils forment à nouveau une réelle communauté nationale. Les Congolaises et les Congolais étudient, travaillent ou vaquent à diverses de leurs occupations dans la paix, dans la bonne entente et dans le respect mutuel. Ils vont et viennent du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans une quelconque entrave et sans la moindre crainte. Aucun village, aucune ville, aucun quartier ne sont interdits à telle ou telle catégorie de Congolais. Le Congo, tout le Congo, appartient à tous les Congolais, sans distinction d'ethnie ou de croyances religieuses. Le Congo est un et indivise. Il n'y a de conflit ni entre les Congolais, ni entre les étrangers et les Congolais, ni entre une autre nation et la nation congolaise. Nous n'insistons jamais assez sur le règne de la paix, parce que nous savons qu'il n'y a pas de liberté publique, et encore moins de libertés individuelles sans la paix. Il n'est point de démocratie qui aille en l'absence de paix. Aucune économie, aucune société en général ne peut prospérer de façon viable et durable dans un contexte d'affrontement ou de violence faite aux citoyens. La paix est le fondement de tout, de la liberté, de la démocratie, du vivre ensemble, du progrès économique et social. Voilà pourquoi nous avons fait de la paix notre credo. Dans un contexte mondial aujourd'hui, fait de guerre, d'attentats et de nombreuses atteintes aux libertés, on ne peut que se réjouir de la quiétude, de la sérénité, de la sécurité et donc de la paix qui caractérise notre pays. Mesdames et messieurs les parlementaires, mes chers compatriotes, où en étions-nous en matière économique dans les années 90? Dans le domaine économique, les différents plans d'ajustement structurel mis en œuvre dans notre pays à partir du milieu des années 1980, combinés aux guerres civiles ayant émaillé les années 1990, avaient plongé l'économie nationale dans la stagnation, ou pire, dans la récession. La décennie 1990-1999 a été dans l'ensemble perdue pour le pays. L'économie a été déstructurée, déconstruite et finalement paralysée. En se référant aux principales grandeurs macroéconomiques diffusées par les institutions économiques et financières internationales, on peut noter que, premièrement, le produit intérieur brut, autrement dit, la richesse nationale, oscillait entre un plancher
800 milliards de francs CFA en 1994 et un plafond d'un peu plus de 1400 milliards de francs CFA réalisé en 1992. Plafond qui ne sera à nouveau atteint pendant toute la décennie qu'en 1999. Deuxièmement, le produit intérieur brut par habitant et par année était en dessous de 1000 dollars en 1993 et 1999, alors qu'il était déjà supérieur à 1000 dollars dès le début des années 1980. Troisièmement, le taux de croissance moyen de l'économie nationale entre 1990 et 1999 n'était que de 1%. Dans ce contexte économique morose, les finances publiques ne se portaient guère mieux. Le déficit budgétaire, financé par l'endettement, a souvent été la règle. De la sorte, la dette publique extérieure de l'État était passée de 1000 milliards de francs CFA en 1990 à plus de 2500 milliards de francs CFA en 1994, soit plus de 300% de la richesse nationale. Avec un total de dépenses budgétaires annuelles en moyenne de 400 milliards de francs CFA entre 1990 et 1999, l'investissement public de chaque année n'avait jamais atteint les 100 milliards de francs CFA. Le montant le plus élevé affecté à l'investissement par l'État dans la décennie 1990-1999 a été de 93 milliards de francs CFA dépensés en 1997. Dans la même décennie, les investissements privés s'étaient raréfiés en raison non seulement de la mauvaise situation économique, mais aussi et surtout à cause du risque pays très élevé. C'en était suivi un chômage massif tant pour les jeunes que pour les personnes âgées actives. Nous l'avons déjà dit, la bonne économie, ce qui fait le bonheur des peuples, ne s'accommode pas aux guerres et à l'instabilité politique. Mesdames et messieurs les parlementaires, ainsi est tirée à grands traits la presse économique dépeignant la décennie perdue. Peuple congolais, qu'avons-vous fait ensemble depuis? Nous nous sommes appuyés tour à tour sur le programme intérimaire post-conflit 2000-2002, sur la Nouvelle Espérance 2002-2009, sur le chemin d'avenir 2009-2016 et sur le plan national de développement 2012-2016 en vue de relancer l'économie, la restructurer et la moderniser, tout en l'orientant vers l'industrialisation. L'occurrence présente étant celle des résultats. En voici quelques-uns. En reprenant les mêmes indicateurs macroéconomiques publiés régulièrement
les institutions économiques et financières internationales. Les principaux résultats de notre action commune sont les suivants. Premièrement, la richesse nationale a dépassé pour la première fois les 2 000 milliards de francs CFA en fin d'année 2000. Elle s'est située au-dessus de 3 000 milliards de francs CFA en 2005 et 4 milliards de francs CFA, 4 000 milliards de francs CFA en 2006. En 2010, elle a franchi la barre de 6 000 milliards de francs CFA. Depuis 2011, elle s'est stabilisée autour de 7 000 milliards de francs CFA. Deuxièmement, le produit intérieur brut par habitant était repassé au-dessus de 1 000 $ dès l'an 2000. 6 ans après, il avait plus que doublé en dépassant les 2 000 $. En 2010 et 2011, il avoisinait les 4 000 $. Selon le PNUD, le revenu national par habitant au Congo s'était fixé à 4 900 $ en 2013, soit une multiplication par plus de 4 en 13 ans. Troisièmement, enfin, le taux de croissance annuel moyen de l'économie nationale entre 2000 et 2014 est ressorti à 5%. Durant toute cette période, il n'y a eu de taux négatif, moins 2,1% qu'en 2007. Le taux de croissance a été supérieur à 5% en 2000, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 et 2014. Cette assez bonne santé économique nationale s'est reflétée sur les finances publiques qui ont connu une évolution particulièrement favorable. Entre 2000 et 2014, les recettes budgétaires hors emprunt et dons sont passées de 400 milliards de francs CFA en 1999 à presque 2 000 milliards de francs CFA en 2006 et à plus de 3 000 milliards de francs CFA en 2012, 2013 et 2014. L'exécution du budget de l'État a pour la première fois dans l'histoire de notre pays permis de dégager un excédent en 2003. Cette date jusqu'à 2013, l'exécution du budget de l'État a donné lieu aux excédents plus ou moins importants selon l'année. Le plus faible étant celui de 2003 chiffré à 6 milliards de francs CFA. Et le plus important a été enregistré en 2011 pour un montant supérieur à 1 000 milliards de francs CFA. Dans le même temps, l'investissement brut national, la somme des investissements publics et privés, a progressé de façon notable. De 500 milliards de francs CFA en 2000, la formation brute de capital fixe national a dépassé les 2 000 milliards de francs CFA en 2011. Les 2 années suivantes, 2012 et 2013, l'investissement national était supérieur à 3 000 milliards de francs CFA. En 2014, les
premières estimations le mettent au-dessus de 5 500 milliards de francs CFA. Depuis le début de l'année 2000, notre pays est incontestablement dans une bonne dynamique économique. L'enregistrement assuré par le Centre des formalités des entreprises établit qu'il y a en moyenne 3 000 entreprises nouvelles créées chaque année. Entre janvier et juin 2015, par exemple, en dépit de la conjoncture assombrie par les mauvaises perspectives sur le marché pétrolier international, le Centre des formalités des entreprises immatriculé 1440 nouvelles entreprises. De fait, sans être éradiqué, le chômage tend à baisser plutôt qu'à augmenter. La dernière enquête nationale, dont les résultats ont été publiés en 2012, avait fait ressortir que le taux de chômage était passé de 19,4% de la population active en 2005 à 6,9% en 2011. Au niveau international, ces bons résultats sont attestés par, entre autres, le classement du Congo dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires par la Banque mondiale à partir de 2006. Les principales agences internationales de notation souveraine ont, en 2013, non seulement constaté que le Congo pouvait être aisément noté, parce qu'ayant rendu disponible et bien ordonné toutes ces données macroéconomiques, mais aussi elles ont fait du Congo le 4e pays ex aequo, le mieux noté d'Afrique, avec une perspective stable. Certains sont enclins à justifier tous ces bons résultats par la seule bonne tenue des cours du baril du pétrole brut. De toute évidence, c'est une vérité partielle. Toutes les institutions internationales partenaires au développement de notre pays s'accordent à souligner que les bonnes performances économiques du Congo sont le résultat de la conjonction de plusieurs facteurs, notamment la stabilité politique, la mise en œuvre d'une série de réformes visant à améliorer à la fois l'environnement économique et la gestion des finances publiques, une meilleure gestion macroéconomique et une évolution favorable des cours du pétrole. S'agissant du pétrole, il est clair que les investissements privés importants réalisés depuis 2000 ne l'ont été que parce que le pays est stable et s'inscrit dans une bonne voie de développement. C'est bien grâce à tout cela que la production pétrolière nationale est passée de 56 millions de barils en 1990 à 96 millions de barils en 2000 et à 114 millions de barils en 2010. Les gros investissements en cours devraient la propulser à plus de 120 millions de barils dès 2017. Mesdames et messieurs les parlementaires, s'il y a encore quelques-uns de vos électeurs qui vous posent la question de savoir à quoi ont servi et servent les revenus relativement importants
issus des activités pétrolières, répondez-leur sans embâche qu'ils ont servi et servent encore principalement à développer des infrastructures publiques et à améliorer les conditions de vie de tous les Congolais, des villes et des campagnes. Chers compatriotes, qu'avons-nous fait pour remédier à la carence du pays en infrastructures? Fort des revenus pétroliers significatifs engrangés dans les premières années de la décennie passée, nous avons engagé à compter de 2000 les programmes de grands travaux publics et de municipalisation accélérés, département par département et année après année. Ainsi, l'investissement public annuel a bondi de 158 milliards de francs CFA en 2000 à 1000 milliards de francs CFA en 2011 et à plus de 2000 milliards de francs CFA en 2014. Ces sommes ont été investies pour l'essentiel dans des infrastructures de communication, de télécommunications, de production d'énergie et d'eau potable, de santé et de sport. Au début des années 2000, dans tous ces domaines et dans d'autres aussi, le déficit constaté était tel que les pays s'enfonçaient davantage dans le sous-développement plutôt que d'être en voie de développement. À ne considérer que les voies de communication. Notre pays, en 2000, était menacé à la fois d'éclatement en morceaux de territoires non joignables et d'une coupure du monde faute de routes, d'aéroports et de ports viables. Dans le domaine routier, notre ambition était donc et demeure de relier le pays en interne et aux pays voisins. À ce jour, est en voie d'être achevée la dorsale sud-nord reliant Pointe-Noire à Ouesso avec le bitumage des routes nationales numéro 1 et 2. Dans quelques mois, on partira de Ouesso à Pointe-Noire par route entièrement bitumée. À travers le pays, de nombreuses autres routes ont été entièrement bitumées ou réhabilitées et certaines autres sont en construction ou en cours de réhabilitation. Résultat, la longueur totale du réseau routier bitumé en 2015 est de plus de 3000 km contre moins de 1000 au début de l'année 2000. Les routes d'intérêt départemental ou interdépartemental sont aujourd'hui aménagées sur plus de 9000 km. Plus de 100 ouvrages de franchissement de type pont ont été construits. En dehors du Congo, tous les chefs de département ouvriront dans les à l'Interland
Le Congo est dorénavant relié au Gabon, au Cameroun et à l'Angola-Cabinda par des voies terrestres déjà bitumées ou en cours d'achèvement. Concernant les aéroports, le Congo n'en disposait que de 2 dans un piteux état au début des années 2000. À présent, il en compte 10 modernes, dont 4 de classe internationale, Maya Maya à Brazzaville, Agostino Neto à Pointe-Noire, Olombo et Ouesso. Les aéroports secondaires étant ceux de Djambala, Doligi, Evo, Infondo, Owando et Ziti. L'aéroport international de Maya Maya, le premier de notre pays, est désormais calibré pour accueillir les plus grands aéronefs du monde de type Airbus A380. D'un trafic de moins de 300 000 passagers en l'an 2000, il était à présent 1 200 000 passagers à l'année. S'agissant des ports, autre moyen de communication à l'intérieur et avec l'extérieur du pays, il a été procédé au cours de ces 15 dernières années à l'aménagement ou au réaménagement des plateformes portuaires de Brazzaville, Etumbi, Leketi, Makwa, Ouesso et Oyo. Le port en eau profonde de Pointe-Noire, principale porte d'entrée des marchandises au Congo, a été réhabilité, modernisé et agrandi. Sa capacité a été multipliée par 10 en passant de 62 000 conteneurs par an en 2003 à un peu plus de 620 000 conteneurs et 8 594 000 tonnages de marchandises désormais. Dans le domaine des télécommunications, le Congo s'est arrimé à la modernité et au monde en se connectant aux autoroutes internationales de l'information en 2012, à la suite de la mise en place d'une station d'atterrage de fibre optique sous-marine à Makumi, dans le département de Kwilu. Les travaux suivants ont été exécutés. Premièrement, l'installation d'une dorsale à fibre optique de plus de 19 000 km allant du sud au nord du pays, soit de Pointe-Noire à Ouesso, en passant par Brazzaville, Oyo et Owando. Deuxièmement, le déploiement de 300 km de boucles métropolitaines à fibre optique dans les chefs-lieux de département et les grandes villes, en vue d'offrir l'accès à l'Internet très haut débit. En matière d'infrastructures de production d'énergie électrique et d'eau potable, il a été construit pour l'électricité les centrales à gaz de la côte Matève développant une puissance de 300 MW, de Djeno d'une puissance de 50 MW, les centrales thermiques de Brazzaville et des chefs-lieux de département, ainsi que la centrale hydroélectrique d'Emboulou, avec une puissance de 120 MW. La centrale hydroélectrique de Liouesso, 19 MW, est en construction. Celle de Mukukulu, 74 MW, a été réhabilitée. Les études pour la construction du barrage de Sunda, pouvant générer 1000 MW, sont lancées.
En 2015, les lignes de transport d'électricité à travers notre pays s'étendent sur 1500 km. Que de 500 km en 2002. Pour ce qui est de la production d'eau potable, outre plus de 2000 forages réalisés dans l'Interland, il a été construit une nouvelle usine d'eau à Ndjiri, à Brazzaville. La première a été entièrement réhabilitée. De cette façon, à Brazzaville, des quartiers et arrondissements tels que Plateau des 15 Hommes, Mukondo, Wenze, Mungali, qui manquaient de l'eau potable au robinet depuis plus de 20 ans, ont maintenant de l'eau. Parce que la production dans la ville capitale est actuellement de 11 400 mètres cubes par heure pour des besoins estimés au maximum à 11 300 mètres cubes par heure. Avec une population qui augmente chaque année au rythme de plus de 2%. Les infrastructures sanitaires nationales en 2000 ne répondaient pas à la demande massive des Congolais. Bien avant l'an 2000, elles étaient déjà plus en capacité de satisfaire, ni en qualité, ni en quantité, les besoins en soins de santé des populations. De 2000 jusqu'à présent, l'État a construit de nouveaux hôpitaux et a réhabilité quelques autres. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons des conditions sociales. Les investissements publics pour les infrastructures sportives pendant les 10 dernières années, années de la municipalisation accélérée, ont consisté principalement à la construction des complexes sportifs tels les complexes omnisports de Dolisie, de Djambala, d'Evo, de Kinkala, de Wando et de Sibiti, ainsi que le gymnase d'Oyo. Le plus important complexe sportif jamais construit au Congo est celui de Kintele, qui accueillera les 11e Jeux africains, les Jeux du cinquantenaire. Il comprend un stade olympique de plus de 60 000 places assises, un palais de sport d'une capacité de 10 000 places, un complexe nautique de 2 000 places, une cité olympique de 8 000 lits. Dans le cadre de ces mêmes Jeux africains, 4 gymnases sont en cours d'achèvement dans différents quartiers de Brazzaville. Nous voulons ici exprimer à l'endroit de l'Union africaine notre grande reconnaissance pour l'honneur qu'elle a fait à notre pays en décidant qu'à l'occasion de leur cinquantenaire, les Jeux africains reviennent à Brazzaville, leur berceau. Cela est pour notre peuple un véritable motif de fierté. C'est aussi un fabuleux défi qui appelle la mobilisation de tous. Je lance un vibrant appel pour qu'un aveu des plus chaleureux soit réservé à la jeunesse africaine et pour qu'aucune discipline ne se déroule dans un stade ou un gymnase désert. Nos hôtes doivent repartir dans leur pays respectif avec le meilleur souvenir possible du Congo. Mes chers compatriotes,
était notre condition d'existence dans les années 90. Elle était précaire. C'est le moins que l'on puisse en dire. En ville comme en campagne, dans la rue ou au domicile, à l'école, au lieu de travail, du culte ou dans un lieu de distraction. La mort n'était jamais loin de nous. Elle pouvait arriver à n'importe quel moment, partir d'âme légère ou lourde, ciblée ou tout simplement accidentelle. La création des milices, la circulation incontrôlée des armes de guerre et l'affaiblissement de la force publique y avaient grandement contribué. À ce chaos ambiant se conjuguaient des difficultés économiques et financières qui fragilisaient davantage la condition d'existence de la grande majorité des citoyens congolais. Les agents de l'État et les salariés admis à la retraite accumulaient des impayés les pensions de retraite. Comme si tout cela n'était pas assez dramatique, l'école, lieu par excellence de préparation de l'avenir et du pays, était elle aussi fortement perturbée. À l'école primaire, au collège, au lycée et à l'université, lorsque l'on ne connaissait pas une année blanche, on était dans une année scolaire ou académique à rallonge, à n'en point finir. Outre les milliers de morts des guerres civiles, on a retenu en général de ces années douloureuses que les indicateurs sociaux du développement étaient tous dégradés. En particulier, on n'a pas oublié que le salaire indiciaire de base des agents de l'État était réduit de 27,5%. Leurs indemnités et primes l'étaient de 30%. Et les effets financiers de toute promotion les concernant étaient suspendus. De 1992 à 1999, les mêmes agents de l'État ont enregistré 22 mois d'arriérés de salaire. Je dis bien 22 mois d'arriérés de salaire. Peuple congolais, qu'avons-nous fait pour améliorer les conditions sociales dans notre pays? Rétablir la paix et la sécurité pour tous était primordial. Cela a été fait au commencement de l'année 2000. Reconstruire l'économie nationale, la densifier, la rendre attractive et résiliente, afin qu'elle serve de socle solide aux avancées sociales. C'est ce que nous avons fait ces 15 dernières années. Les premiers résultats, certainement encore insuffisants, sont là. Premièrement, selon les statistiques internationales, l'espérance de vie des Congolais est passée de 52 ans à l'an 2000 à 59 ans en 2013. Elle est précisément de 60 ans pour les femmes et de 57 ans pour les hommes. Deuxièmement, le taux de mortalité maternelle a baissé
de 781 à 426 pour 100 000 naissances vivantes. Troisièmement, le taux de mortalité infantile. La probabilité qu'un enfant meure avant d'atteindre l'âge de 5 ans est tombée de 121 pour 1000 en l'an 2000 à 49 pour 1000 en 2013, soit une diminution de plus de la moitié. Quatrièmement, suivant l'indice du calculé par le PNUD, le Congo, en 2013, était classé parmi les 12 pays d'Afrique ayant un indice moyen de développement humain. Une quarantaine d'autres pays d'Afrique sont classés dans la catégorie de faible indice de développement humain. Au-delà de ces statistiques internationales, il y a des actes posés par l'État qui concourent à l'amélioration de la donne sociale des Congolais. Sans être exhaustif, on peut noter qu'il a largement accru ses capacités de fourniture d'eau potable et d'électricité dans les villes et dans les villages. Pour les villes, la capacité de production d'eau potable a été augmentée de 139% entre 2000 et 2014, en passant de 7000 m3 heure à 16 800 m3 par heure. Celle de l'électricité a été multipliée par plus de 6, avec une puissance installée aujourd'hui de 600 MW. Et il reste la question de la distribution de ces biens. Elle est progressivement en voie de résolution. Dans nos villages, grâce aux différents programmes et projets sociaux, tels le projet d'urgence de relance et d'appui aux communautés du Congo, potable pour tous, le projet d'électrification en milieu rural au Congo, des dizaines de systèmes d'adduction potable et de milliers de forages pour eau potable ont été réalisés, comme l'ont été des kilomètres de réseaux de distribution de moyenne et basse tension, de centaines de postes de distribution d'électricité et de branchement électrique de foyers ruraux. Vous le voyez, lorsque on se promène à travers le pays, dans tous les villages, vous voyez des cuves vert, jaune et rouge, comme votre drapeau, partout dans les villages. Partout dans les villages de tous les départements, c'est de l'eau potable qui est apportée aux populations. Tous ces programmes et projets se poursuivent en visant à bénéficier à l'ensemble de nos concitoyens vivant dans les campagnes. Au plan sanitaire, l'État construit depuis 2000 des centaines de centres de santé intégrés sur l'ensemble du territoire national. C'est en vue de rapprocher la prévention et des soins médicaux des populations des quartiers et des villages. C'est dans ce même dessein qu'ont été construits, grâce à la coopération avec la République populaire de Chine, les hôpitaux de Luangeli et de Filou. Pour une meilleure prise en charge des malades, l'État a démarré l'année dernière, et vous le savez, la construction de 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays et d'un grand hôpital militaire à Brazzaville.
également 2 centres de dialyse et de traitement de l'insuffisance rénale à Brazzaville et à Pointe-Noire. Auparavant, il a achevé la construction du Centre national de référence de la drépanocytose à Brazzaville, reconstruit l'hôpital de Talangaï, réhabilité le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, l'hôpital mère et enfants Blanche Gomez de Brazzaville, l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire, l'hôpital général de Dolisie et l'hôpital général de Wando. En 2002, au regard du nombre important de décès et des problèmes de santé occasionnés par le VIH-Sida, l'État a décidé de rendre gratuit le traitement antirétroviral. 2 ans après, ce sont tous les examens liés au VIH-Sida qui ont été rendus gratuits. Le paludisme s'étant imposé comme la première cause des décès infantiles, la gratuité de son traitement a été décidée en 2007. Celle de la césarienne l'a été en 2010. En matière de logement des Congolais, l'État a mis en place depuis 2002 un ambitieux programme de construction de logements sociaux. À ce jour, plus de 3000 logements sociaux ont été construits à travers le pays. Plus de 3000 autres constructions. Pour satisfaire toute la demande nationale à court ou à moyen terme, l'État a créé en 2005 la Banque congolaise de l'habitat et en 2008 le Fonds national de l'habitat. Tous deux ont pour but principal de faciliter l'accès des Congolais à la propriété immobilière privée. Dans le domaine des transports en commun des personnes, l'État est aujourd'hui présent dans tous les segments. Grâce à ces sociétés, il contribue à faciliter le déplacement des Congolais à l'intérieur des villes, d'une ville à une autre, ou encore d'un pays à un autre. L'acquisition à partir de 2012 des trains voyageurs par la Compagnie nationale des chemins de fer Congo-Océan a permis de rétablir le transport des personnes entre Brazzaville et Pointe-Noire par le train. De même que la création de 2 sociétés nationales de transport aérien, Eker et Air Congo, a augmenté l'offre nationale de voyage par avion. La Société nationale de transport fluvial, déjà créée et en cours de structuration, fera de même dans le segment du transport des personnes par voie d'eau. Mesdames et messieurs les parlementaires, la lancinante question du transport en commun urbain, qui a donné lieu à de multiples interpellations du gouvernement, est en voie d'être réglée. La Société publique de transport urbain, nouvellement créée, a mis en circulation plus de 100 bus qui transportent de jour et de nuit les citadins de la ville capitale. Dans les tout prochains jours, il en sera de même à Pointe-Noire. Dans les mois à venir, 350 autres nouveaux autobus viendront compléter sa flotte et permettre une meilleure desserte des 2 principales villes du pays. Toujours dans la sphère des services publics offerts par l'État, on ne peut pas s'empêcher de noter que l'offre scolaire et académique publique est désormais régulière
est normalisée depuis le début des années 2000. Il n'y a plus d'années blanches ni d'années à rallonge. L'école publique fonctionne comme elle n'aurait jamais dû cesser de l'être. Tous les examens d'État sont organisés à bonne date et leurs résultats rendus publics avant la prochaine rentrée des classes. Dans le même temps, des centaines de classes des écoles, des collèges, des lycées ont été construites. Une nouvelle université publique est en construction à Kintele. Pour clore le chapitre des biens et services collectifs procurés par l'État et qui sont de nature à améliorer les conditions de vie des populations, nous nous devons de mentionner les effets positifs de la municipalisation accélérée. À ce jour, cette opération s'est réalisée dans 11 départements. Cela revient à souligner que les populations de ces départements ont bénéficié des infrastructures diverses et nouvelles, concourant à changer positivement et peut-être même fondamentalement le cadre général de leur vie. Mesdames et messieurs les parlementaires, sur le tableau des capacités individuelles nécessaires à la satisfaction par chacun de ses besoins et de ceux de sa famille, et partant à l'amélioration des conditions de vie, l'implication de l'État peut être appréciée au niveau de l'œuvre des emplois, de la répartition du revenu national et de la solidarité au profit des couches les plus fragiles de la population. Pour trouver une solution appropriée au lancinant problème de l'emploi, l'État encourage fortement depuis 15 ans la création des entreprises par des avantages fiscaux ou par sa demande importante de consommation et d'investissement. L'État a contribué à la naissance de dizaines de milliers d'entreprises, offrant aujourd'hui plus d'une centaine de milliers d'emplois formels directs et d'autres centaines de milliers d'emplois indirects, formels et informels. Dans des entreprises publiques en activité et dans celles industrielles ou de services en voie d'entrée en production. Cette année, l'État offre directement des milliers d'emplois aux Congolais. À la fonction publique, civile et militaire, plus de 100 000 emplois sont offerts et garantis pour tous ceux qui les occupent jusqu'à leur admission à la retraite. De 2008 à 2015, par exemple, la fonction publique a ouvert ses portes à près de 40 000 jeunes Congolais qui ont ainsi intégré le monde du travail. Pour ce qui concerne la répartition du revenu national, l'État congolais, comme beaucoup d'autres à travers le monde, a mis en place un salaire minimum interprofessionnel garanti et incite les employeurs et les employés à négocier directement des conventions collectives ou les aider, le cas échéant, à y parvenir. Ce faisant, l'État veille toujours à ce que le produit du travail des uns et des capitaux investis des autres soit équitablement réparti dans le cadre des conventions collectives qui contiennent en leur sein la grille salariale. En 2009, l'État a fait porter le SMIC
40 370 francs à 50 400 francs. À son propre niveau, l'État fait progresser le salaire de base minimum des agents de 29 580 francs en 1996 à 100 750 francs en 2015. Soit une augmentation de plus de 200% en 20 ans. En 2016, conformément aux accords conclus entre les partenaires sociaux et l'État, le salaire minimum d'un agent de l'État sera de 110 825 francs CFA. En y ajoutant la prime générale de transport de 10 000 francs CFA par agent, le fonctionnaire de moins bien payé percevra en 2016 un salaire mensuel de base de 120 825 francs CFA. L'État a aussi augmenté de 50% les bourses qu'il alloue aux étudiants congolais inscrits à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville ou dans les universités à l'étranger. Depuis 2014, la bourse la plus faible perçue par un étudiant est désormais de 45 000 francs CFA au lieu de 30 000 francs CFA. Au niveau des allocations familiales par enfant à charge de chaque fonctionnaire avait également été relevé de 100% à compter de 2012. Pour la solidarité au profit des couches les plus fragiles de la population, l'État a opté principalement pour la refondation de la sécurité sociale. Ainsi, le système national restrictif de sécurité sociale en vigueur depuis l'indépendance est en cours de remplacement par un nouveau système tendant à bénéficier à l'ensemble de la population et particulièrement aux couches les plus défavorisées de notre pays. Sont désormais créés les nouveaux régimes de la famille et l'enfance en difficulté et de l'assurance maladie universelle. Les lois se rapportant à ces régimes sont adoptées. Le gouvernement travaille à leur mise en œuvre dans les meilleurs délais. En attendant le fonctionnement effectif de ces nouveaux régimes de sécurité sociale, l'État seul ou en partenariat a développé des projets sociaux de nature à soulager tant soit peu les populations en détresse. Le plus emblématique d'entre eux est le projet Lisungi, mis en œuvre en partenariat avec la Banque mondiale et qui consiste essentiellement en des transferts monétaires de l'État vers les ménages les plus pauvres afin de leur permettre d'accéder plus facilement aux services de santé et de l'éducation. Pour sa phase expérimentale 2014-2018 qui concerne les ménages de Makelekele, Bakongo, Mungali, Talangai, Pointe-Noire et ceux de la Cuvette, la contrepartie de l'État est de 15 millions de dollars, soit un peu moins de 10 milliards de francs CFA au cours actuel du dollar. Dans le même registre des projets, on peut utilement mentionner le
le projet d'appui à l'éducation de base réalisé entre 2005 et 2013 en partenariat avec la Banque mondiale et le projet des cantines scolaires exécuté depuis 2000 avec le programme alimentaire mondial et plus tard, en 2004, en association avec une organisation non gouvernementale américaine. Ces deux projets ont eu pour cible la population infantile scolarisée. Mis à part les projets structurés sur le moyen ou le long terme, l'État est intervenu plusieurs fois de façon ponctuelle au profit des populations lorsqu'elles ont été victimes des catastrophes, comme ce fut le cas le 4 mars 2012. Mes chers compatriotes, qu'avons-nous fait pour l'unité nationale, pour la réunification de la force publique et pour la remise en bon ordre du processus démocratique? Mesdames et messieurs les parlementaires, commençons par nous poser une autre question, à savoir, que vaut le Congo sans les Congolais? Rien, pensons-nous. La vraie valeur du Congo, c'est le génie de son peuple. En d'autres termes, ce sont des ressources humaines congolaises qui font le Congo. Unies, elles ne peuvent qu'aspirer à devenir plus fortes et capables de grandes et belles choses pour le Congo. C'est le sens que nous donnons à l'unité nationale. Le risque a été grand dans les années 90 de voir le Congo se fracturer en groupuscules mettant fin à la réalité de la communauté nationale et brisant par là même l'idéal de la nation éternelle promu par les pères de l'indépendance nationale. N'a-t-on jamais vu un pays se disloquer au point de cesser d'être un État souverain reconnu par l'ensemble de la communauté internationale? Même si des exemples ne sont pas légion, il en existe néanmoins à travers le monde. Voilà pourquoi, en quête de paix, avant, pendant et après les hostilités de 1997, nous avions toujours à l'esprit l'obsession de refaire sans délai l'unité nationale. La preuve, en octobre 1997, nous avions donné des instructions aux troupes victorieuses de veiller à préserver la vie des dirigeants du camp adverse et de les laisser quitter sans entrave le territoire national, si tel était leur désir. En novembre 1997, alors que se poursuivaient encore quelques affrontements armés dans la partie méridionale du pays, nous avons formé le gouvernement d'union nationale. Tous les principaux partis d'alors y étaient représentés. En janvier 1998,
nous avons organisé le Forum national pour la réconciliation, l'unité, la démocratie et la reconstruction du Congo. 3 ans après, en 2001, se tenait le dialogue national sans exclusive qui a consacré le retour au Congo de la plupart des anciens dirigeants du pays, exilés à la suite des guerres de la fin des années 97. De 1997 à ce jour, aucune chasse aux sorcières n'a été organisée dans ce pays. Je répète, de 1997 à ce jour, aucune chasse aux sorcières n'a été organisée dans ce pays. Les nominations aux emplois de la fonction publique, civile et militaire, sont faites en fonction de la compétence des cadres et non des critères séparatistes. Tous les Congolais, femmes et hommes, femmes et hommes ont les mêmes droits. L'État y veille. Tout comme il s'emploie depuis le début des années 2000 à aménager l'ensemble du territoire national sans autre considération que la rationalité qu'exige la nécessité du développement équilibré et durable. Tous les Congolais doivent s'y retrouver. Pour nous, chaque Congolais est important. Tous les Congolais réunis le sont encore plus. Chaque Congolais a sa pierre à apporter à l'édifice Congo en construction. Tous les Congolais réunis sont à la fois la fondation, les murs, et le toit de la maison Congo. Chaque Congolais est une part du Congo. Tous les Congolais réunis sont le grand Congo, le Congo éternel. Pour nous, l'unité nationale est invariablement sacrée. Nous devons tous de la préserver. Mes chers compatriotes, ce même élan d'unité nationale nous a poussés, dès 1997, à réunifier très vite la force publique nationale. Nous n'avons jamais compris pourquoi on avait laissé l'armée et la police se scinder en des fractions qui ont fini par se combattre violemment. La force publique, c'est le reflet de la nation unie par essence. Même si les hommes politiques devaient se diviser, la force publique n'avait pas à les suivre. Aujourd'hui, tout cela est loin derrière nous. L'unité de la force publique a été refaite. Les anciens guerriers de tous les camps, militaires de formation ou non, ont été, pour ceux qui en avaient des aptitudes, réintégrés ou intégrés dans la force publique réorganisée. Désormais unis, ils servent sous leurs étendards les couleurs nationales.
ils sont prêts à se battre jusqu'au sacrifice suprême, avec détermination et fierté. Ils garantissent tous, unis comme un seul homme, notre sécurité et la défense de nos frontières. Ils accomplissent avec bravoure et honneur des missions de sécurité et de paix en dehors de nos frontières. Dans 3 jours, à Ouesso, dans la Sangha, ils afficheront, à la faveur du défilé militaire, leur unité retrouvée. Mesdames et messieurs les parlementaires, peut-on croire ou penser que le processus démocratique allait bien avec des guerres civiles fratricides et des élections mal organisées ou non organisées? Que d'opposer une partie du peuple à d'autres partis. La promotion du repli identitaire faisait-elle partie de la démocratie? La création des milices armées relevait-elle de la démocratie? On peut encore et encore se poser ce genre de questions en se remémorant ce qui se passait dans les années 90. La certitude partagée par tous est que le processus démocratique engagé au début des années 90 avait déraillé dès 1992. Après les guerres, il a fallu patiemment remettre sur les bons rails. C'est ce à quoi nous nous sommes employés. L'élection présidentielle a été régulièrement organisée en 2002 et en 2009, conformément à la Constitution en vigueur. Tous les candidats remplissant les critères édictés par la loi s'étaient présentés devant les électeurs. Ils avaient librement déployé leur action de campagne. Dans la transparence et la liberté totale, les électeurs avaient choisi leur candidat. Le verdict des urnes s'est imposé à tous. Il en était de même des élections législatives de 2002, 2007, locales de 2002, 2008 et 2014 et des élections sénatoriales de 2002, 2005, 2008, 2011 et 2014. Tous ici présents, vous êtes témoins de la bonne marche de la démocratie et de sa vivacité. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, on trouve des élus appartenant aux partis de l'opposition, aux partis de la majorité du gouvernement et à des non-inscrits. Aucun d'entre vous n'a été nommé ni imposé. Vous êtes ici par la volonté du peuple souverain. Par le suffrage universel direct ou indirect, le peuple vous a fait confiance. Et vous vous exprimez, agissez au nom du même peuple. N'est-ce pas cela la démocratie? Serait-elle menacée? Si d'aventure c'était le cas, ce ne sera jamais par nous.
permettront jamais. Qu'il soit par ailleurs compris n'est ni une coterie politique, ni un arrangement entre les hommes politiques pour se passer des tours de pouvoir au mépris de l'expression du peuple. La démocratie, depuis sa naissance, demeure le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple est donc seul souverain. Ne l'oublions jamais. La démocratie est aussi, et bien sûr, le dialogue sain entre les citoyens, entre tous les acteurs de la vie publique. Parce qu'il n'y a pas meilleure voie en démocratie que celle du débat public qui permet à toutes les opinions, à toutes les contradictions de s'exprimer librement. C'est ce que nous avons fait à CBT il y a quelques jours. CBT dont les résultats ne manqueront pas d'écho dans le futur. Mesdames et messieurs les parlementaires, chers compatriotes, qu'avons-nous fait pour rétablir l'image de notre pays dans le concert des nations? Il est évident qu'il n'y a pas de place digne dans le concert des nations pour tout pays désuni, instable, menacé d'implosion, avec un État faible, sans des positions clairement affirmées et défendues, avec conviction sur la scène mondiale. À l'inverse, un pays uni, sûr, confiant en son avenir, avec un État fort, bien organisé, apte à exercer le leadership ou à faire entendre sa voix sur certaines questions internationales, ce pays-là a toute sa place dans le concert des nations. C'est ce type de pays que nous bâtissons avec assurance depuis plus de 15 ans. Les premiers résultats ne se sont pas fait attendre longtemps. Notre diplomatie a été beaucoup sollicitée pour apporter sa contribution à la résolution de plusieurs crises en Afrique. À titre d'exemple, on peut mentionner les crises de Sao Tomé et Principe en 2005, du Darfour en 2006, entre le Tchad et le Soudan en 2007, la Côte d'Ivoire entre 2007 et 2009, la Libye en 2011 et l'Est de la RDC en 2013. Toujours en 2013, la responsabilité, la conduite, la médiation internationale sur la crise en République centrafricaine a été confiée au Congo. Depuis le début des années 2000, le Congo a assumé et continue d'assumer d'importantes autres responsabilités au triple plan sous-régional, régional et international. À titre d'illustration, le Congo a été membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies
en 2006 et 2007, 20 ans après le premier mandat exercé en 1986 et 1987. Il a été élu 3 fois au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de 2004 à 2006 pour le premier mandat, de 2012 à 2014 pour le deuxième mandat et en 2015 pour le mandat actuel qui couvre jusqu'à 2018. Le Congo a assuré la présidence de l'Union africaine en 2006 et 2007. Une fois encore, 20 ans après avoir été à la tête de l'Organisation de l'Unité africaine en 1986 et 1987. Il a assuré la présidence de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CAC, de 2002 à 2007, contribuant à la redynamisation de cette organisation. Toujours en rapport à notre place dans le concert des nations, le Congo a régulièrement pris part aux rencontres de haut niveau relatives aux partenariats qui lient respectivement l'Union africaine avec les États-Unis d'Amérique, l'Amérique du Sud, la Chine, le Japon, l'Inde, la Turquie, l'Union européenne et le monde arabe. Notre pays prend activement part aux différentes réunions du mouvement des non-alignés. De façon globale, l'activité diplomatique menée au cours de ces 15 dernières années a contribué de façon significative au renforcement de la crédibilité extérieure du Congo et à son rayonnement sur la scène internationale. Voilà donc, Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, mes chers compatriotes, le trajet que nous avons parcouru en 15 ans, un trajet dense et fécond, un trajet à mes égards remarquable et exemplaire. Il n'est point d'œuvre de construction ou de reconstruction d'un pays, d'une nation, d'une économie qui soit parfaite et totalement. Ne nous prenons pas. Nous avons tout fait, tout réussi, et qu'il n'y a plus rien à faire. Beaucoup, assurément, reste à faire, même si, ce qui a déjà été fait comporte sans doute quelques faiblesses et imperfections. Il nous appartient à nous tous de les corriger. Vous avez pu tout de même apprécier le formidable effort que nous avons ensemble accompli pour sortir notre pays de l'abîme et du déclin. Grâce à cet engagement collectif soutenu, le but que nous poursuivons, c'est-à-dire notre développement, est de plus en plus sûr, de plus en plus évident. Je n'ai aucun doute, nous y parviendrons, à condition bien entendu que la volonté générale, celle même qui nous pousse vers les sommets, ne se délite pas dans des ambitions personnelles et des intérêts particuliers. Que la paix, la sécurité, la stabilité ne soient perturbées sous aucun prétexte. Parce qu'il suffit
parce qu'il suffit de peu, de très peu toujours, pour que s'effondrent des entreprises, même les plus grandes et les plus solides. C'est la sagesse populaire qui nous le rappelle. Nous avons besoin de paix, d'une paix pérenne, d'une paix perpétuelle pour entreprendre la grande œuvre de construction de la nation. Nous avons besoin de stabilité, de sécurité, afin que, par le travail acharné, nous continuions à donner tout son sens à notre indépendance et au 15 août, le jour de la liberté, le jour de la fête nationale. Grande fête de la fraternité, de l'unité et de la solidarité. Le florissant département de la Sangaye-Ouesso, sa capitale, ont l'honneur d'accueillir et d'abriter cette année. Notre ambition collective doit toujours être de bien faire ce que nous devons faire pour le Congo. Ce pays, nous savons tous qu'il ne peut tenir ses promesses à venir. Et si nous le mettons en mouvement, si nous le mettons au travail pour produire, pour créer, pour avancer vers des grands rendez-vous de notre destin. C'est ce qu'ensemble nous avons fait au cours des 15 dernières années. C'est ce que nous devons poursuivre sans relâche, parce que la réussite d'une communauté tient toujours à l'effort collectif, l'effort constant et continu. C'est ainsi, et seulement ainsi, que nous affirmerons notre liberté, notre dignité et notre indépendance. Vive le Congo! Bonne fête d'indépendance à tous!
le message sur l'état de la nation du président de la République n'appelle aucun débat. Cependant, au regard de la densité de celui-ci et tenant compte de ce que il a été rappelé ici, c'est le dernier du septennat, quelques balises relatives à notre rôle méritent d'être posées. Ainsi, à mon humble avis, dans l'histoire de nos institutions, cette session du Parlement réuni en congrès peut être considérée, nous, comme l'un des repères à partir duquel le sens de responsabilité du Parlement peut, à juste titre, apparaître comme l'un des leviers susceptibles de faire reculer l'irresponsabilité perceptible autour des questions majeures qui concernent le devenir de la nation et de la République. Nous avons en effet le privilège de vivre un moment particulier de notre histoire, d'apprécier les progrès importants réalisés dans notre pays sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les informations pertinentes contenues dans le message du chef de l'État doivent de fait irriguer notre réflexion et notre action en tant que parlementaire et en tant que citoyen. De toute évidence, tous les grands chantiers qui visent le devenir de notre pays, qu'ils soient d'ordre infrastructurel ou d'ordre institutionnel, ne peuvent connaître leur aboutissement que dans un contexte national apaisé. Dans ce sens, je nous exhorte à demeurer vigilants pour préserver la paix chèrement acquise contre d'éventuelles manœuvres de déstabilisation. En prônant de façon constante la recherche des convergences nationales par le dialogue dans la concorde et la quiétude. En cela, nous ne ferons que suivre la voie tracée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Avant de clôturer cette séance, je n'ai pas résisté à la tentation de soumettre à votre réflexion le constat si fait par un grand homme politique contemporain de changer du pays pour mettre Congo. Mais ça ne dépend pas de moi. Je cite. J'ai beaucoup écouté les discours des uns et des autres. Dans tout ce bruit, j'aperçois un risque que le pays retombe dans les divisions qui l'ont si souvent miné.
je veux que le Congo soit un. Il ne le sera pas s'il est pris en main par des intolérants, par des clans. Il faut la paix civile au Congo. Il ne sera pas uni non plus si des intérêts particuliers, égoïstes par nature, exercent leur domination sur le pays au risque de déchirer le tissu social et d'empêcher la cohésion sociale. Fin de citation. Déjà à la tête de son pays, et après ce constat, cet homme politique s'est porté candidat à la magistrature suprême et a été réélu. Nous souhaitons que l'élu que nous allons recevoir ici en août 2016 prenne pour base de sa candidature ce constat. Monsieur le Président de la République, au nom du Parlement réuni en Congrès, je prends acte de votre message sur l'état de la nation et vous en sais infiniment gré. Mesdames et Messieurs, je déclare close la séance plénière du Parlement réuni en Congrès. Je vous remercie, la séance est levée. Mesdames et Messieurs les congressistes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous vous annonçons le départ de son Excellence Monsieur le Président de la République, accompagné de l'honorable Président du Congrès.